Juste avant de commencer l'épisode, je veux m'excuser de ma voix que vous entendez présentement. Merci à mon fils de m'avoir donné sa laryngite, mais on veut surtout vous remercier, vous, nos nouveaux membres Patreon. Marie-France Fizet, merci pour ton support. Marie-Michel Demers, merci beaucoup de t'intéresser à ce qu'on fait. Mélanie Cassely, merci pour ta fidélité à Ça va maman, ça me fait toujours plaisir de voir ton nom. Vous voulez vous aussi nous montrer que vous aimez ce qu'on fait? Rendez-vous sur Patreon. 2 forfaits vous attendent. Le forfait Petit Café à 3 $ par mois, où vous aurez accès à tous les épisodes 2 semaines avant tout le monde et votre nom en guise de remerciement comme on vient tout juste de le faire. Et tous les épisodes sans publicité, bien sûr. Ou encore le forfait Verre de vin. Tous les avantages du forfait Petit Café sont inclus, mais avec encore plus de contenu. Vous aurez droit à un épisode supplémentaire que pour vous, une émission des coulisses pour chaque épisode de la saison et un rabais de 10 % sur nos conférences. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est sur un sujet dont on parle trop peu souvent, celui des familles d'accueil, mais du point de vue du parent d'accueil, du point de vue de celle qu'on va appeler Isabelle. Au Québec, le besoin de familles d'accueil est criant et nécessaire. Plusieurs parents font le choix d'offrir leur toit et tout leur amour pour un temps incertain, ce qui n'est pas toujours facile à vivre ou à accepter. Isabelle redoute le moment où celle qu'elle a bercée, cajolée, protégée, devra peut-être retourner dans sa famille biologique. Puisqu'elle ne trouve nulle part où déposer les émotions que ça génère en elle, nous lui avons tendu la main. Bonne écoute! Je suis une maman de cœur. Je suis solo-parentale, donc par choix, il n'y a pas de papa dans la vie de mon enfant. Et mon enfant n'est pas le mien, je ne l'ai pas eu biologiquement. Je suis famille d'accueil banque mixte d'une petite cocotte de la DPJ. Donc, celle que j'appelle ma fille, en fait, je ne suis pas sa maman biologique, mais je l'aime tout comme si elle venait de moi. L'amour que j'ai pour elle est incommensurable, mais elle a une maman bedon, une maman biologique, et elle a un papa aussi biologique. Donc voilà, maman de cœur pour ces raisons-là. Pas facile d'être mère, et trouver du réconfort est parfois difficile. C'est pourquoi la psychologue Laurie Zéphir, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. On prend le temps ensuite d'en discuter ensemble, Laurie et moi, pour comprendre les enjeux psychologiques qui y sont rattachés. Je suis en quelque sorte votre voix pour que vous preniez part à la conversation vous aussi. Je m'appelle Jessica Brazo, journaliste et maman de 3 enfants. Et moi, Laurie Zéphir, psychologue et aussi maman. Bienvenue au balado. Ça va, maman? Parle-moi de tout ce processus-là. Par quoi t'es passée? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi la banque mixte? En fait, je fais toujours une métaphore qui est pas une bonne métaphore, mais je pense que tout le monde le comprend. Quand j'ai toujours eu des chiens dans ma vie et mon réflexe premier était d'aller me tourner vers les refuges ou la SPCA pour aller aider. J'avais pas le besoin nécessairement là d'avoir le chien nécessairement bébé. Tu sais, je voulais un chien qui avait comme déjà un passé ou quoi que ce soit. Donc, j'ai toujours eu un peu la fibre de dire, écoute, il y a des gens pour qui c'est important, mais moi, c'est pas nécessairement ça qui est le nerf de la guerre en tant que tel. Là, c'est pas ça qui est le plus important. Donc, j'ai toujours eu ça en moi. Je me suis toujours dit aussi que je voulais des enfants de façon biologique et j'ai la capacité de le faire. En fait, c'est pas que ça n'aurait pas pu arriver, c'est un choix. J'ai pas trouvé nécessairement de partenaire avec qui je pensais que on ferait une belle famille. Mais le désir d'être maman était là. Donc, je me suis dit, j'aurai des enfants biologiques de la façon que je déciderai ou j'aurai des enfants qui ne sont peut-être pas les miens, que j'aurai pas accouché, mais lesquels je pourrais aimer. Donc, c'est ça, je me suis inscrite là, à la banque mixte de la DPJ. En fait, la banque mixte, pour expliquer, c'est une double qualification, c'est-à-dire qu'on devient famille d'accueil à la base. Donc, je m'excuse, je suis nerveuse. J'ai beaucoup de choses que je peux pas dire puis que ça ferait du bien de dire, mais on peut pas. Donc, voilà.
Fait que je recommence où j'en étais. On commence en étant famille d'accueil. On se qualifie pour être famille d'accueil, mais on se qualifie en même temps pour être famille d'accueil banque mixte, c'est-à-dire avec une possibilité d'adoption si l'enfant ne peut pas retourner dans son milieu familial. Ce qui est habituellement la solution idéale, là, c'est de retourner l'enfant avec ses parents biologiques. Là, c'est l'approche de la DPJ. Mais parfois, c'est pas possible. Donc, il y a des gens qui deviennent famille d'accueil avec l'intention d'adopter si ça devient possible éventuellement. Donc, c'est un processus qui est comme plus ardu, mais au moins, on l'a passé dès le départ. Donc, si jamais, par exemple, Cocotte, dans mon cas, il y a un jugement qui dit elle pourrait rester en famille d'accueil jusqu'à la majorité. Par la suite, je serai apte à commencer des démarches pour l'adopter par la suite. Si je te pose la question, toi justement qui me parles, je suis une maman de cœur, puis cette petite cocotte-là, je l'ai accueillie à ses 5 jours de vie. L'éventualité qu'un jour, peut-être, les capacités parentales de ses parents biologiques évoluent, puis elle peut réintégrer son milieu. Comment tu te sens quand tu imagines ça? C'est ça. Je me sens déchirée. Je me sens déchirée. Déchirée parce qu'en même temps, j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes-là, pour les parents biologiques de ma cocotte. Sans parler d'eux ou de leur histoire, il y a personne qui aime pas son enfant. Ouais. C'est pas par manque d'amour. Ça doit être extrêmement rare dans ces cas-là que c'est par manque d'amour. C'est par manque de capacité. C'est par diverses problématiques. C'est tellement complexe. Puis cette personne-là, ces personnes-là, en fait, les parents biologiques, j'ai appris à les connaître là, au fil des contacts parce que ma petite est en contact souvent là, avec sa mère bio en particulier. Et j'ai appris à les connaître. Puis c'est pas nécessairement des personnes qui seraient dans mon cercle d'amis rapprochés, mais en même temps, je vois l'être humain en eux et je vois l'amour qu'ils ont pour la cocotte. Donc, je suis déchirée parce que j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne-là et je lui souhaite aucun malheur. D'un autre côté, le bonheur de l'un va faire le malheur de l'autre. Oui. Au final, c'est une situation qui est difficile à vivre parce qu'on lui souhaite pas de mal. Mais si je parle juste de moi, j'ai l'impression que je vais mourir d'inquiétude. Mourir d'inquiétude que la situation de compromission, OK, on s'entend si un enfant est enlevé dans sa famille, c'est pas un secret qu'il y a une situation de compromission, puis il y a plusieurs choses qui peuvent avoir mené à ça. Mais moi, j'ai peur que cette situation de compromission-là, elle revienne, que je ne le sache pas, que ma petite pleure pour moi la nuit, puis que je sois pas là. Donc... je t'arrête une minute. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile, puis c'est difficile d'en parler aussi. Parce que? Les rares fois où j'en ai parlé, on m'a dit, tu savais dans quoi tu t'embarquais? Puis oui, je savais dans quoi je m'embarquais. Sur papier, je veux dire, on a des heures et des heures d'analyse avec des travailleurs sociaux, des analyses psychologiques. Puis ça veut pas dire que je serais pas capable de passer à travers si ça arrive. Ce que ça veut dire, c'est que là, je le vis pour vrai. Ouais. La cocotte, je la connaissais pas quand j'ai fait ça. Je savais que ça allait être plus dur en pratique qu'en théorie, mais c'est pas ça que j'ai besoin d'entendre. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Je le sais pas. J'ai besoin que quelqu'un me dise ça va bien aller. Le scénario que ça va bien aller, ça serait quoi? Le scénario, ça va bien aller, c'est que si elle quitte, puis il y a des bonnes chances qu'elle quitte, si elle quitte, c'est que la situation de compromission qui comporte plusieurs volets, la situation idéale, ce serait que ça soit qu'il n'y ait plus aucune compromission, que tout soit parfait, mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas de parents parfaits et j'ai l'impression que malheureusement, les parents biologiques ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont jamais reçu. C'est pas de leur faute. Souvent, c'est des cercles un peu vicieux, là. C'est comme la situation idéale, mais non atteignable.
non atteignable. Puis, tu sais, il n'y a même pas de situation idéale où j'adopte ma cocotte parce qu'en même temps, je le sais qu'il y a une mère biologique qui va pleurer son enfant toute sa vie. Fait qu'il y a du malheur un peu dans toutes les situations. Après, ça fait pas que chaque jour, je vis pas le moment présent avec mon enfant et que je l'aime moins ou qu'elle a moins de soins. Mais c'est sûr que des moments où je suis seule, qui est très rare, en fait, en moment de pandémie, comme maman solo. Ma famille est loin. Donc, ce que je veux dire, c'est rare que j'ai des moments seuls, donc c'est peut-être bon. D'un autre côté, si je m'en vais la porter à un contact avec sa maman biologique, je la laisse, j'ai ça, là, dans la tête, j'ai le temps de penser à ça. Et c'est ça, c'est là où je commence à être un peu tourmentée et angoissée de ne pas savoir. De ne pas savoir si au moins je pouvais être fixée, ça changerait rien dans ma vie, effectivement, parce que je l'aimerais tout autant, mais je pourrais me préparer à ce qui s'en vient. Donc, pour une personne qui est un petit peu dans le contrôle comme moi, là, qui aime ça être en maîtrise de tout dans ma vie, ben c'est ça. Je travaille sur moi-même comme je le peux. Je pense que c'est la plus belle épreuve dans ma vie où cette partie-là, là, parce que ma fille n'est pas une épreuve, là, mais cette partie-là, c'est quand même une épreuve. Donc, ça m'amène à travailler sur moi de ce côté-là, parce que je suis sur le siège du passager pour la première fois dans ma vie. Je suis sur le... Oui, puis c'est intéressant comment tu dis ça. Non seulement la parentalité, j'ai décidé de la faire en solo parental, puis j'ai décidé d'aller justement pour la banque mixte. Donc, à chacune de ces étapes-là, j'avais un certain contrôle sur à quoi que je veux que ça ressemble, cette parentalité-là. Et là, j'arrive dans la parentalité, puis là, je fais comme, oups, attends un peu, là, je suis sur le siège du passager, puis je m'attache, puis je vois qu'est-ce qui se passe, puis j'ai peur, puis là, je sais pas quoi faire avec ça. Puis ça ne dépend pas de moi, en fait. Je suis la maman de cœur, mais je suis le plan B, là. Laurie, je suis tellement touchée par l'histoire d'Isabelle, tellement touchée par ce qu'elle nous raconte. C'est la première fois qu'on a une maman d'une famille d'accueil. C'est la première fois qu'on touche à cette thématique-là. Puis c'est tellement, tellement important parce que je le sais qu'au Québec, on en a tellement, tellement de besoins. Puis en même temps, elle ouvre la porte sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut vivre. Tu sais, ce parent-là là, qui prend cet enfant-là, il a envie-tu des affaires? C'est comme impossible de ne pas t'attacher. À quel point c'est difficile d'être le protecteur et tout, mais de pas trop s'attacher, c'est comme impossible. Ben c'est impossible. Puis il y a déjà eu un courant là au Québec entre autres où est-ce qu'on disait aux familles d'accueil, ben attachez-vous pas trop, tu sais, ces enfants-là, il faut pas qu'ils aient la misère après ça, être localisés ailleurs et tout ça. Fait qu'on demandait aux parents d'avoir une certaine retenue par rapport à qu'est-ce qu'ils ressentaient, leurs sentiments vers l'enfant. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, c'est l'inverse, c'est que ces enfants-là ont besoin d'amour, ont besoin de relations, ont besoin de connexion. Mais effectivement, ça demande tout un travail aux parents d'accueil. De pouvoir se dire, je me sens déjà en préparation d'une certaine souffrance, je me sens déjà en préparation je subis certaines situations, puis je sais pas dans quelle direction ça va aller. Dans le cas à Isabelle, ben comme on l'a entendu, elle a fait le choix de devenir une maman seule, fait que toute la notion de choix était très présente, mais maintenant dans la parentalité, elle voit que le sentiment de contrôle, je l'ai un peu moins, puis ça c'est confrontant. Oui, puis ce que j'entends beaucoup dans son partage, c'est l'inquiétude. Puis ça rejoint toutes les mamans. Puis de pas avoir le contrôle. Moi, ce que j'ai appris en devenant mère, c'est que j'ai contrôle sur rien, pas tout. Oui, puis ce sentiment-là, hein, l'espèce de vulnérabilité, d'impuissance, on en a déjà parlé dans certains autres épisodes, mais justement, quand on est vraiment dans un contexte où la protection de la jeunesse, par exemple, est impliquée, ben là, c'est plus une question de, mon enfant, il a décidé qu'il mangeait pas, mon enfant a décidé qu'il dormait pas. Là, c'est vrai, littéralement, je ne sais pas si cet enfant-là, j'aurai la chance de l'accompagner, si j'aurai la chance de grandir avec lui ou elle. Fait qu'on peut comprendre à quel point, pour Isabelle, c'est une situation qui est un peu inconfortable. Comme elle dit, j'aurais aimé ça en parler, mais des fois, j'ai plus l'impression de recevoir de l'invalidation. En même temps, je veux me préparer à quelque chose, mais je me prépare à quoi? Fait que c'est vraiment une position qui est difficile. Le contrôle est vraiment externe à soi.
Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le contrôle? C'est extrêmement difficile à vivre au quotidien, cette impuissance-là, ce manque de contrôle parce que ça dépend pas d'elle, tu sais, ce qui va se passer. Sur quoi elle peut avoir une prise pour mieux vivre cette angoisse-là, là, cette inquiétude-là? Oui, mais dans une situation où est-ce qu'on a l'impression de ne pas avoir de contrôle, c'est important, ou du moins une façon qu'on a de s'aider à retrouver un certain contrôle, c'est justement sur quoi j'ai la main mise. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant en termes de placement, mais je sais que ce soir, je peux prendre le temps d'y faire des câlins. Je sais que ce soir, je peux y faire des bisous. Je sais pas tout à fait comment ça va se passer quand elle va se trouver dans son milieu avec ses parents biologiques, mais je sais que toutes les photos que j'ai avec moi, tous les souvenirs que j'emmagasine, ça, il y aura pas justement de changement par rapport à la beauté et à la douceur que je peux vivre dans ces moments-là. Fait que c'est un peu de se concentrer sur quoi j'ai le contrôle. Où est-ce que je peux ressentir que je reviens au centre de ma vie? Parce que si j'ai juste l'impression d'être face à l'incontrôlable, à l'impuissance, ben là, c'est là justement qu'en termes de déprime, de sentiments dépressifs, d'anxiété, ça peut arriver. C'est angoissant d'être dans une vie qu'on a l'impression qu'on contrôle rien ni personne. Mais si je reviens à ce soir, là, puis les prochains jours qu'on va passer ensemble, on va les vivre à fond, ça fait la différence. Oui. Puis vous allez voir qu'il y a l'aspect pandémie, hein, pour Isabelle, puis elle va avoir l'impression qu'on lui a peut-être volé des moments qu'elle aurait voulu partager avec cet enfant-là. J'essaie d'avoir plus accès à toi avant justement tout ce projet-là de Banque Mixte et tout ça. Qui étais-tu avant d'être une maman? Avant d'être une maman, j'étais une professionnelle très investie dans son travail. Le travail était la valorisation première dans ma vie. Outre cela, je suis une fille extrêmement sociable. Moi, j'habite en région. Je me suis éloignée de la ville. Avant, j'habitais à la ville. Et toutes mes amies d'enfance et ma famille résident toutes en ville. Donc, je suis à plusieurs heures de ma famille. Et ça te fait quoi, justement, de vivre? Tantôt, tu as parlé d'une belle épreuve, de vivre cette belle épreuve-là, mais quand même un peu plus dans la solitude. Ça te fait quoi? Oui, c'est une belle solitude. Des belles journées, des journées plus difficiles où, si on parle de ma puce qui a fait des coliques, elle fait des coliques après le couvre-feu, ben arrange-toi, ma belle. Je veux dire, c'est ça. Ma famille qui la connaissent pas. Donc, c'est une solitude dans les beaux moments comme dans les moins beaux moments, en fait. Oui. Ça m'amène beaucoup de colère que ma famille, mes amis ne soient pas là pour elle, pour moi. Puis pas parce qu'ils veulent pas, ils peuvent pas. Puis que ma fille aussi connaisse pas les colleux de ma famille, qui reconnaissent pas la voix de mes parents. Oui. Est-ce que tu as l'impression que dans l'optique, tantôt on parlait de fort probable qu'un jour cette petite cocotte-là va retourner dans sa famille biologique ou avec un des deux parents biologiques. Fait que c'est comme s'il y avait déjà une espèce de temps donné. Est-ce que tu as l'impression que là, c'est comme si la pandémie t'avait comme enlevé ce temps-là où est-ce que ta cocotte aurait pu rencontrer tes parents, tes amis, alors qu'on sait qu'il y a peut-être une date de fin, on ne sait pas quand, mais... Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on m'a volé la seule fois où, moi, il m'arrivait quelque chose d'absolument magique dans ma vie. Je suis allée au mariage de tout le monde, les showers de bébés. Je vis ça avec tout mon entourage depuis longtemps. Je trouve que, c'est ça, je me répète là, de m'être fait voler un moment qui se revivra pas. Je sais pas si je vais réavoir d'autres enfants, qu'elles restent ou non. Donc, je sens que ça va arriver une fois dans ma vie, puis c'est ça. C'est un peu envolé. Ça s'est envolé. Malgré tout le beau qu'on vit quotidiennement les deux ensemble, qui va toujours rester en moi et tout. J'avais appris qu'il y avait des bonnes chances qu'elle quitte. Par contre, depuis, il y a des éléments qui changent, comme dans tout. Donc,
on le sait plus présentement. Fait que je vous dirais que dans ma tête à moi, il y a autant de chances qu'elle reste qu'elle quitte. Ramène-moi avec toi cette journée-là. Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais démolie. Les images qui me passaient en tête ne faisaient pas de sens. Je m'imaginais vendre ma maison, partir sur un coup de tête, partir dans le sud, vendre des gougounes s'il fallait. Juste quitter, je me disais, je pourrais jamais revivre dans ma maison sans elle. Je pourrais jamais refaire tel chemin. Je pourrais jamais aller à l'épicerie sans elle. Je me disais, je pourrais pas savoir que je vis dans la même ville qu'elle, en me disant tout le temps, est-ce que c'est elle qui est dans tel carrosse? Est-ce que c'est elle que je vais croiser un moment donné à la sortie de l'école? Je me sentais déjà hantée par sa présence puis par son absence. Parce que partout où j'allais. J'imagine ma vie sans elle, ça me confronte à quoi? Un grand vide. Puis il était pas là avant. Tu sais, j'ai pas eu un enfant pour combler un vide, mais si elle partait, ça serait un très gros vide. Oui, c'est dur pour toi de dire ça en ce moment. Oui. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? C'est comme le néant après. En fait, je sais pas qui je serais sans elle. Je suis pas sa vraie mère, comme plusieurs personnes disent, mais pour moi, ça fait pas de différence. Que ce soit une maman de cœur ou que ce soit une maman bedon, comme tu as utilisé tantôt, t'es sa maman. Ouais. C'est sûr que c'est contradictoire un peu dans le rôle de maman de dire je suis supposée de la protéger, la soutenir, l'accompagner. Puis là, je dois m'imaginer que non seulement je suis sans elle, mais je sais pas s'il y a un risque qu'elle soit pas en sécurité puis que je pourrais pas la protéger. Je reprends l'image que tu as utilisée tantôt. Si elle pourrait se coucher la nuit puis m'appeler. Je peux pas y aller. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas y aller. C'est le pire sentiment pour n'importe qui, je pense. Ça me hanterait. Puis, en même temps, je fais confiance aux intervenants, aux dossiers et tout. Là, je fais confiance aussi à notre système de justice, mais quand c'est ton enfant, là, c'est pas pareil. C'est différent quand c'est ton enfant. Je connais la loi, mais non, mais je veux dire, c'est sûr que je vais m'inquiéter que ma fille soit un dossier. Qu'elle soit juste un dossier, parce que pour moi, c'est comme 1 million de petites particules d'un être qui doit être pris en considération. Puis j'ai peur que le dossier soit pas assez épais là, pour mentionner toutes ces particularités. Je fais confiance à notre système de justice, mais en même temps, je pense que personne ne serait mieux placé que moi pour défendre cette cocotte-là en cours. Est-ce que ce que j'entends derrière tout ça, c'est j'ai un peu l'impression que si demain matin, il y a un jugement de la cour, il faut qu'elle retourne. C'est comme si je me ferais tasser alors que jusqu'à présent, j'ai appris à la connaître, j'ai appris à la protéger, j'ai appris justement à savoir qu'est-ce qui fonctionne mieux pour elle, à répondre à ses besoins. Fait que juste d'avoir l'impression que je me fais tasser puis que là, maintenant, il faut qu'elle vole de ses propres ailes. Ouais, c'est dur pour toi d'entendre ça. Si elle retourne avec sa mère biologique, j'ai beau faire un topo de 1000 pages elle préfère sa petite doudou de telle façon pour s'endormir. Je le sais que pour elle, comme bébé, ce sera jamais, je veux dire, comme sa maman qu'elle a connue depuis sa naissance. Elle comprend pas qu'elle s'en va chez la personne qu'elle voit à raison de 1 heure ou 2. Pour elle, c'est une gardienne. Je veux pas outrer en disant ça, mais moi, ce que je sens, c'est qu'elle pense que je suis sa maman. C'est ça qu'elle ressent. Et j'ai peur que ça crée un traumatisme subséquent, qu'on l'arrache encore une fois à sa maman.
Je voudrais tellement la protéger de tout ça. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui sait que je peux pas la protéger de ça. Ça te fait quoi de sortir tout ça? Tu sais, là, tu me disais, des fois, j'ai l'impression que j'en parle puis qu'il n'y a pas de place pour ça. D'en parler comme ça te fait quoi? J'hésite à me dire que c'est libérateur, puis j'hésite à me dire que de mettre des mots, ça rend ça plus concret, ça rend ça plus... Des fois, je préfère faire l'autruche puis me dire, ben quand j'y arriverai, je ferai ce qu'il faut, puis ça sert à rien de me préparer à quelque chose qui n'arrivera pas. Je veux vivre dans le moment présent, etc. Mais tu sais, je fais un peu l'autruche. En mettant des mots dessus, je vis déjà, je suis capable de voir comment je vais réagir, puis ça me fait quand même peur. Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Je sais pas qui je vais être si elle quitte. Je sais pas c'est quoi mes projets, je sais pas juste penser à avoir un autre enfant. Je me dis, mais ce sera jamais pareil, puis tu sais. C'est puissant, qu'est-ce que tu viens de dire? Je sais pas qui je vais être sans elle. Est-ce que la personne que tu seras sans elle, il y a une partie de toi qui a peur de qu'est-ce que tu vas retrouver après? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se sent triste à l'avance? Est-ce qu'il y a une partie de toi, au contraire, qui a confiance à l'intérieur de toi que celle que je vais finir par retrouver, ça va être quand même agréable et intéressant de la retrouver? Je suis pas rendue là. Je suis capable d'imaginer qu'il y aura des jours où je vais rire, il y aura des jours où il y aura du bonheur. Je dis pas que je vais être malheureuse toute ma vie, mais je suis pas rendue à dire que je sais qui je serai, ou ce que je voudrais faire, ou si mes projets auront la même saveur qu'avant, ou si mon quotidien aura les mêmes émerveillements qu'avant. J'ai l'impression que je serais un peu éteinte. Laurie, dans cet extrait-là, c'est la peur du après. Puis tu la confrontes à qu'est-ce qui va se passer si elle quitte. Parce que là, on ne sait pas si l'enfant va quitter ou pas, mais tu la ramènes au mois de décembre quand elle pensait qu'elle allait quitter. Puis je me suis demandé pourquoi tu lui demandes comment elle va se sentir si jamais elle quitte. Oui, bien, Isabelle parlait, dans le premier extrait, on l'a entendu sur, il n'y a pas de place un peu pour parler de tout ça. Il y a des considérations légales qui font en sorte qu'il y a certains détails qu'elle ne peut pas partager à n'importe qui. On sait aussi qu'avec l'intervenante de la DPJ, des fois, il y avait des choses qu'elle se dit, bon, de quoi je parle pas. Fait qu'il y avait quelque chose dans tous ces scénarios-là que je porte, parce que clairement, elle est consciente de, ça pourrait aller dans le sens que la petite cocotte serait à la maison, comme ça pourrait aller dans le sens qu'elle doit quitter, mais à qui j'en parle? Fait que oui, c'est sûr que dans l'espace qu'on a ensemble, on peut pas changer la situation, il n'y a rien de magique, mais d'avoir quelqu'un qui est prêt à écouter, d'accueillir, de faire de la place sans jugement, sans invalidation, ça peut justement l'aider elle, à cheminer dans ses réflexions, voir comment est-ce qu'elle se sent par rapport à tout ça, déposer ses émotions, puis j'avais envie de lui faire cette place-là. Oui, puis j'étais contente qu'elle ait cette place-là justement pour se déposer, puis déposer toutes ces émotions-là. Ça m'a fait tellement de peine de l'entendre dire qu'elle avait pas le droit quasiment de dire ce qu'elle ressentait, parce que, tu sais, ça reste une humaine, ça reste quelqu'un qui s'occupe d'un tout petit bébé, qui est comme sa mère, tu sais, c'est ce qu'elle dit, parce que pour l'enfant, le temps qu'elle passe avec l'adulte principal, c'est elle, tu sais, fait que c'est ça la relation mère-enfant au départ. Puis dis-moi, là, toi qui es spécialiste de l'attachement, là, dis-moi que ça reste ce qu'elle lui a donné, même si elle part. Mais ça dépend. C'est sûr que si j'avais une boule magique, j'aimerais ça pouvoir la sortir puis dire qu'est-ce qui va arriver. Mais clairement, des fois, c'est des courts passages. Mais clairement, de ressentir que dans les yeux de quelqu'un d'autre, je suis importante comme enfant, là, je suis importante, je suis aimée, je suis valorisée. Juste ça peut faire la différence. Puis des fois, là, dans ce cas-ci, c'est une maman d'accueil, mais des fois, ça va être une enseignante, ça va être une éducatrice à la garderie, ça va être une voisine, que peu importe qu'est-ce que je vis à la maison, qui est des fois pas facile, de ressentir que pour quelqu'un d'autre, je suis à part entière aimée, que je suis acceptée comme je suis, ça fait la différence.
après ça, l'attachement, c'est un des facteurs qui influence la vie de nos enfants. Fait que certainement que qu'est-ce que Isabelle lui donne en ce moment, c'est beaucoup d'amour, un bel environnement sécurisant, mais qu'est-ce qui va arriver dans la vie de cet enfant-là par la suite aura aussi des influences, puis on souhaite certainement que ça puisse aller dans le sens de qu'est-ce que Isabelle lui offre en ce moment. Oui, c'est sûr. Puis je trouve ça super intéressant parce qu'elle le dit, en parlant, ça devient concret. Tu sais, c'est une possibilité qui est tangible et ça la confronte inévitablement à sa vie sans elle. Puis elle dit, je sais pas qui je serai sans elle. Puis c'est vrai qu'on est... moi, ça me touche parce que c'est vrai qu'en dehors de nos enfants, des fois, on se demande, ça va être quoi après? Ça m'a fait penser à un épisode de la première saison où tu disais, on sera jamais la même personne après les expériences de vie qu'on va avoir vécues, tu sais. On peut pas retourner en arrière, là. Oui, la maternité nous transforme. Dans le cas à Isabelle, concrètement, il y a une fin. Oui, on pense qu'il va y avoir une fin. Donc, c'est sûr que ça l'amène peut-être ces réflexions-là à l'avance. Mais même comme parents qui ne sommes pas dans un contexte de famille d'accueil où est-ce qu'il y aura peut-être un départ ou un retour dans la famille biologique, des fois, justement, on prend pas le temps de se poser comme question à quel moment je me reconnecte à moi-même, à ce que j'ai besoin, à mes limites, à ce que je souhaite, mes désirs, mes projets. Et c'est ça qui fait en sorte que des fois, dans la parentalité, on finit par trouver plus difficile l'équilibre entre j'ai mon rôle de parent, mais j'ai aussi moi comme humaine avec mes désirs personnels, mes besoins personnels. Fait que oui, dans le cas Isabelle, comme elle dit, j'en suis pas là maintenant. Je sais pas encore, puis c'est correct. Mais simplement d'avoir cette ouverture-là, de se demander, moi, quand je vais avoir le temps de me retrouver dans mes rôles à l'extérieur de la parentalité, dans quoi je veux m'investir, à quoi je veux ressembler, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'interpelle. Ça fait en sorte que lorsque des fois cette place-là arrive, on a peut-être un peu moins le processus de deuil. Ça va encore faire mal, c'est encore douloureux, mais on a quand même peut-être déjà une arrière-pensée de « maintenant, je vais peut-être commencer à m'investir dans des projets humanitaires, je vais peut-être commencer à m'investir sur un projet d'entreprise que j'avais toujours eu. » Donc, le deuil fait place aussi à un peu de retour à soi-même, un peu d'excitation, peut-être un peu de fierté, de mobilisation. Fait que ça devient un peu plus soutenant comme expérience. Comme quoi la vie n'est pas finie. Exact. Est-ce que tu as l'impression que ton expérience, elle serait différente si tu n'étais pas solo-parentale? C'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. Du côté de l'anxiété, de tout ce qu'on vient de parler, je ne crois pas. Je pense que je le vivrais tout à fait pareil. Par contre, le côté pandémie, tout ce qu'on a parlé plus tôt, je pense que je me sentirais moins seule. Par contre, je ne regrette pas du tout. C'est vraiment une belle expérience. La connexion, l'attachement que j'ai avec ma fille est exceptionnel. Puis je me dis que vaut mieux un bon parent compétent que 2 parents incompétents. C'est pour ça que j'ai décidé, d'ailleurs, de me lancer dans les démarches de banque mixte avec le sentiment d'imposteur un peu, de dire, est-ce que je fais un petit nouveau bébé toute seule en lui imposant de ne pas avoir de papa ou d'avoir un géniteur, mais on le connaît pas. Est-ce que moi, j'ai le droit de faire ça, éthiquement parlant? Je me suis posé la question, puis j'ai préféré même pas y répondre en me disant, je suis plus à l'aise en étant solo-parentale avec un petit coco qui existe déjà, puis qui a besoin d'au moins un parent compétent. Cette expérience-là, elle est magique, j'aime ça, puis limite, me connaissant un petit peu Germaine des fois, en couple, j'aurais pas été aussi bonne que je le suis toute seule. Ça marche à ma manière, c'est comme je veux, c'est très bien pour ça. D'un autre côté, ça ferait quelqu'un avec qui partager les hauts et les bas, mais je suis quand même très bien entourée. Tantôt, tu as parlé un peu de tes parents. Tu m'as dit, bon, eux autres, ils étaient en ville, puis toi, tu es en région. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, je suis en contact avec eux. On fait des petits FaceTime, mais elles ont rencontré une fois seulement ma cocotte. Ma mère aussi trouve ça difficile. Même des vidéos d'un bébé qui rit, ça rend pas un bébé qui rit pour de vrai. T'sais. Est-ce que ça t'est arrivé dans les derniers mois à distance de parler avec ta famille
Comment ta famille, elle prend ça? Comment vous abordez tout ça ensemble? C'est difficile parce que il y a personne à qui je peux dire tout sur le dossier. Il y a une grande confidentialité. Le dossier, c'est pas ma fille. Le dossier, c'est tout ce qui s'est passé avant. Donc, je ne peux pas parler de ça. Il y a beaucoup de trucs qui permettraient d'expliquer, mais je ne peux pas. Fait que je parle tout le temps en parabole, je pèse mes mots. Souvent, si j'ai une nouvelle difficile à annoncer, je vais juste faire une vidéo en selfie, habituellement en pleurant, l'envoyer parce que je peux pas répondre aux questions. Puis ils vont me dire, ben voyons donc, mais voyons, ils voient pas qu'elle est bien avec toi. Je dis, oui, mais c'est pas moi qui est jugée ici comme parent, c'est pas ma capacité parentale qui est jugée. Je suis le plan B. Fait qu'il faut souvent que je défende les décisions qui sont prises par le DPJ, alors que ben, moi, j'aimerais ça pouvoir ventiler puis dire, je suis pas d'accord. Ça veut pas dire qu'ils sont dans le tort, mais je suis pas d'accord. Mais au lieu, je dois toujours dire, oui, mais voyez l'autre côté de la médaille, etc. Fait qu'on parle pas nécessairement. C'est pas comme si je parlais à quelqu'un qui connaît le dossier complètement, là, comme à l'intervenante, qui est la seule personne à qui je peux ventiler. Et même encore là, elle m'évalue comme famille d'accueil adoptante également, quelque part. Là. Donc, je dois être investie, mais pas trop. Oui. Je dois m'enquérir, mais pas trop. Je dois pousser, mais pas trop. Tout ça pour dire qu'avec la famille, j'en parle, mais moi, je dis que je suis siège du passager, eux autres sont dans la valise, là, parce qu'ils sont vraiment dans le noir, ils comprennent pas nécessairement, de même que certains amis là, qui peuvent pas savoir c'est quoi le dossier. Je trouve ça intéressant comment tu amenais ça parce que c'est comme si, bon, justement, je dois être celle qui défend, mais en même temps, je dois être celle qui vit les émotions, je dois être celle qui essaie de rapporter les choses, mais en même temps, je dois faire attention parce que si j'en dis trop, je pourrais me faire évaluer, etc. Puis même dans ta façon de parler un peu aujourd'hui, je trouvais qu'il y avait un peu de ça. Je suis sa maman, mais tu sais, je suis sa maman de cœur. Ben, tu sais, pour moi, je le ressens que je suis sa maman, puis là, je veux faire attention à telle affaire, puis là, ça, je peux dire, mais tu sais, c'est le dossier, mais c'est pas le dossier parce que c'est ma fille, et c'est comme si à l'intérieur de toi, je le porte, là, je veux être fixée sur le fait que je l'aime, c'est ma fille, je veux qu'elle reste avec moi, je voudrais que les choses se passent différemment, mais en même temps, chaque élément un peu de ma vie, puis des décisions, puis l'évolution des choses, me rappelle que c'est pas comme ça que les autres le voient. Puis moi, je suis pas née au milieu de ça à essayer d'être au milieu de ça. Ouais, ça te touche. Ben, c'est bien dit. Tu sais, d'un autre côté, je parle sur des groupes Facebook ou quoi que ce soit avec des futurs parents, familles d'accueil. Je veux pas les décourager. En même temps, ça fait tellement partie de notre quotidien. Entre nous, on peut se parler à mots couverts sans parler trop de choses, mais on peut dire qu'on est les seuls à comprendre comment on se sent. Puis on sait qu'on souhaite du malheur à personne, mais on sait qu'on veut qu'ils restent avec nous, les cocos, tu sais. Puis on se sent pas mal, on pèse pas nos mots lorsqu'on se parle entre nous. Mais effectivement, on est un peu tiraillés je marche sur des œufs constamment dans ma vie parce que je parle à la mère biologique, je parle à ma famille, je parle aux intervenants. Tout doit être sous-pesé. En fait, tout doit être calculé. Puis, exemple, je donne un topo à une intervenante de quelque chose qui s'est passé, par exemple, pendant un contact avec ma cocotte ou ma cocotte je donne un exemple qui est pas arrivé, une marque ici ou quoi que ce soit. Tu sais, je dois détailler tout ça, mais chaque mot, je dois encore peser mes mots parce que je vais aller témoigner de ça. Puis si j'exagère un petit peu sur le fait ou si je le minimise, cette rougeur-là ou cette chose-là, ben peut-être que cocotte va être son dossier va être mal jugé. Oui. J'ai l'impression que je dois avoir des yeux tout le tour de la tête et que je dois être parfaite dans ce rôle parce que c'est là que ça se passe. Tu sais. C'est comme si ça t'amenait à devoir porter différents rôles, tu sais, un peu le rôle de l'intervenante, le rôle de la personne qui a une connaissance légale, etc., mais qu'au final, j'ai juste le goût d'être une maman. Tu sais, là, on dirait que tout est smooth, tout est sur le slow motion, on fait nos petites affaires, j'investis ma relation avec ma cocotte, ça me fait du bien. Puis en même temps, dans ces situations-là, c'est tellement l'inverse. Là, il faut faire attention à chaque petite affaire, il faut regarder, il faut faire attention, il faut dire telle chose. Ouais. Si je te pose la question, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, ta fille? Tu répondrais quoi?
je sais pas, c'est le soleil dans mon ciel. C'est comme une bénédiction. C'est la plus belle partie de ma vie. Tu sais, c'est ma plus belle fierté, même si c'est pas un chemin qui est habituel. C'est différent. Oui, c'est chaotique, honnêtement. Ma vie est chaotique. Des intervenants qui rentrent, qui sortent, des jugements, des prises de notes, tout ça. Mais au final, c'est que du beau. T'sais. Avec elle, c'est que du beau. Puis je pose les yeux sur elle, puis je pense même plus à ça. Ouais. Et quel amour, justement, de dire « Je suis prête à vivre tout ce chaos-là pour toi. » Avoir su, je ne sais pas si je le referais. Puis en même temps, je me dis, si elle reste, c'est sûr que je vais vouloir qu'elle ait un petit frère ou une petite sœur. Puis je vais probablement faire la même chose. Mais si elle part, je sais pas. Je pense pas. Ouais, je sais pas qui je vais devenir si elle part. Quand j'ai informé mon entourage que je faisais ces démarches-là, moi, ça faisait longtemps que je l'avais décidé dans ma tête. Ça faisait longtemps, même, je pense qu'adolescente, je me disais, si j'ai un enfant biologique, je vais avoir aussi un enfant adopté. Je sais que c'est pas choisir la facilité. C'est jamais choisir la facilité parce que l'adoption, c'est difficile. C'est difficile pour l'adoptant, mais c'est encore plus difficile pour l'adopter. C'est encore plus difficile pour le parent biologique. C'est une triade vraiment difficile. Mais la question qui me faisait souvent, ou le commentaire qui m'est le plus souvent revenu et qui me mettait en colère, c'est « Ah, ben là, moi, je serais pas capable. Ah, non, moi, je serais pas capable, je m'attacherais ben trop. » Puis je me dis, c'est vraiment fâchant parce que c'est comme de prétendre que les mamans et les papas de cœur, on les aime pas pareil, ces enfants-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas meilleur que les autres. Mais il faut être foutument fait fort pour se dire que tu accueilles dans ta vie un enfant et qu'il va peut-être partir et de te dire, ben écoute, si j'y ai donné une belle année dans son développement, dans son attachement, ben il pourra reproduire un jour cet attachement sain-là, puis advienne que pourra par la suite, en espérant qu'il arrive le meilleur. Je pense que j'ai un grand cœur, puis tout le monde qui font ça, ils ont des très grands cœurs, puis ils s'oublient beaucoup pour faire ça. J'ai envie de te poser une dernière question. Dans l'éventualité que les choses s'en vont vers un retour dans la famille biologique, qu'est-ce que tu aimerais avoir laissé à ta fille pour le reste de sa vie? Je trouve qu'elle a cette vivacité, ce rire-là facile. Je me reconnais en elle, puis ça, je sais qu'elle va le porter tout le temps en elle. Ce sourire-là, puis cette joie de vivre-là. Je veux te chatouiller, 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 chatouiller. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le nous savoir. Vous pouvez rédiger un avis et mettre des étoiles sur iTunes, cliquer j'aime et laisser un commentaire sur YouTube ou encore partager les épisodes. Ça nous aide vraiment à faire connaître le balado. Merci. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette conversation, envoyez-lui. Et pour encore plus de contenu, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube ou encore sur notre site web savamaman.com. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Et finalement, merci à vous de croire en notre projet.